je voudrais réfléchir au devenir du Moyen-Orient dans le cadre de la diversité culturelle qui est la sienne, à la lumière de l'histoire et de l'actualité. C'est-à-dire que pour expliquer cette diversité, il faut absolument partir un petit peu loin, et c'est là où je vais retrouver les excellents exposés qu'on a entendus dans le cadre. M. Mella a fait un excellent exposé sur les querelles christologiques, que je vais retrouver forcément dans l'exposé de la diversité des sectes chrétiennes. Mais quand on parle de sectes, on parle comme Max Weber, hein, des communautés chrétiennes, au sens donc sociologique du terme, mais aussi de l'islam. Et bien entendu, ce qui va me permettre d'expliquer un petit peu ce qui arrive au Proche-Orient. Et donc nous sommes au mois de juin. Il y a 2 jours, très exactement il y a 100 ans et 2 jours, le prince Faisal d'Arabie, l'ami de Laurence, du fameux Laurence d'Arabie, déclenchait la grande révolution arabe, qui devait conduire à une manière de revoir la carte du Moyen-Orient dont on parle tant. Et cette révolution allait aboutir, comme vous le savez, à la réalité de ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire la division du Moyen-Orient dans les États qui sont les siens aujourd'hui. À l'origine, ce n'était pas du tout ça, puisque les Anglais avaient promis à Faisal un grand royaume arabe. Mais ils avaient promis en même temps aux Français, c'est les accords Sykes-Picot, il y a exactement 100 ans, on fête l'anniversaire des accords qui ont été conclus le 16 mai 1916, dans lesquels les Français avaient dit écoutez, prenez ce que vous voulez aux Arabes, mais il faut absolument que nous ayons notre part du gâteau. Et en même temps, les Anglais avaient promis, 2 novembre 1917, au mouvement sioniste mondial qui avait été fondé par Theodor Herzl, la fameuse déclaration Balfour, la création, je cite, d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine, qui est devenu, bien entendu, le 15 mai 1948, à 0 heure, l'État d'Israël. 3 promesses contradictoires. Alors, comment voulez-vous qu'on réfléchisse au Proche-Orient si on n'a pas un regard de géopolitique sur cette manière de refaire la carte du Proche-Orient et en même temps de tenir compte des réalités historiques, culturelles et de la diversité confessionnelle et communautaire, et en même temps de se dire que l'ordre international inauguré par Sykes-Picot il y a 100 ans est un ordre régional qui a tenu 100 ans. Alors on peut penser ce qu'on veut de Sykes-Picot, qui est un accord fait entre colonialistes et impérialistes dans le dos, comme disait le président Wilson, des peuples à cette époque-là, mais un ordre régional qui a tenu 100 ans. Je n'en connais pas beaucoup. L'Europe, entre 1870, la date de la défaite de Sedan, jusqu'en 1945, ça a duré 75 ans. Cet ordre européen a connu 3 guerres, mais 3 guerres épouvantables, avec des massacres épouvantables. Donc on peut jeter la pierre à Sykes-Picot, mais on ne peut pas considérer que cette construction n'avait pas quelque sens. Hein. Voilà. Donc l'historien doit se faire aussi extrêmement humble pour juger de cette période, et ne pas se faire moraliste, parce qu'effectivement, on peut considérer et jeter le bébé avec l'eau du bain, comme disent les anglo-saxons, que tout cela était une construction impérialiste. Donc pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de penser l'événement. L'événement qui est aujourd'hui le chaos, je pense que j'ai entendu cette phrase qui a été utilisée, le chaos du Moyen-Orient. Et la roue devant laquelle, ou le supplice de la roue à laquelle me met Madame Sturm, c'est effectivement de plaider pour la diversité, au moment où la diversité est en train de s'écrouler. Où le chaos devient massacre. Si c'était un chaos, si c'était un désordre, un petit peu comme les géopolitologues aiment inventer des scénarios, ce serait peu de choses. Mais il y a des hommes qui meurent, il y a des femmes qui sont réduites en esclavage, il y a des enfants qui sont massacrés, passés au fil de l'épée. Bien entendu, je parle des méfaits de cette organisation de criminels qui s'appelle l'État islamique. Mais entre-temps, on a oublié la guerre de Syrie, qui est absolument épouvantable, avec près de 500 000 morts et blessés, avec une population qui a été réfugiée. Donc nous avons un paramètre ou une équation à 3 inconnus. Nous avons une première inconnue qui est au fond les communautés, nous les connaissons, d'où elles viennent, comment elles ont surgi, quel est leur devenir, est-ce qu'elles peuvent être dépassées, est-ce que le Proche-Orient est condamné au communautarisme? Bon, grande question. Deuxième paramètre, ou deuxième élément dans cette équation, qui est extrêmement importante, les États. Les États, on a tendance à en parler comme si c'était une chose qui va de soi. Elles ne vont pas de soi. Les États sont extrêmement jeunes.
Ils ont été créés en 1916, 1920, la conférence de San Remo. Ensuite, vous avez le traité de Lausanne, je reviendrai sur tous ces points, qui date du 24 juillet 1923, qui fait la Turquie moderne. Mais cette carte du Moyen-Orient que vous avez avec vous, en face de vous, avec des frontières, ben elle a 100 ans. Alors, quel est l'État qui, au bout de 100 ans, peut tenir ou tient à partir d'une création communautaire? Et encore, 100 ans de création d'État, certes, mais 50 ans d'indépendance sur les 100 ans. C'était des États qui étaient placés sous mandat. J'ai souvent j'utilise souvent cette formule, vieille communauté, jeunes États. Et quand vous pensez à État, vous pensez à citoyenneté. Comment voulez-vous qu'une citoyenneté puisse prendre en 50 ans, alors que les communautés ont des traditions, allez, pour le coup c'est vrai, millénaires, où elles se représentent cette histoire d'une millénarité, d'une tradition historique qui vient de très loin. Et j'ouvre une parenthèse sur laquelle que je vais fermer tout de suite. Quand le politologue parle de l'histoire, il ne parle pas comme Madame Chaby qui va sur les faits et qui interroge les faits historiques et qui les soumet à une critique historique. Quand le politologue parle de l'histoire, il parle de l'image de l'histoire. C'est-à-dire que ce que je prends en considération, ça ne veut pas dire que j'oublie l'histoire, ça ne veut pas dire que je fais fi de l'histoire, ça ne veut pas dire que je vais contre l'histoire, simplement pour embellir les choses. Mais l'image, ce que nous appelons la Vorstellung, la représentation de l'histoire, c'est ce qui fait bouger les gens. Ça peut être vrai, ça peut ne pas être vrai, mais quand je dis tous les chiites derrière moi, si je constate effectivement que tous les chiites sont derrière moi, je me dis que la mobilisation est en train de reprendre au nom d'une communauté chiite. L'historien me dira, mais vous êtes sûr que ça existe, une communauté chiite? Est-ce qu'il n'y a pas des contradictions entre les chiites irakiens, les chiites iraniens, les chiites libanais? Et il aura raison. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui fait bouger l'histoire dans les têtes. C'est-à-dire ce qui fait prendre, ce qui prend racine, ce qui se représente. La guerre de Yougoslavie, elle n'a pas été différente. Tout à l'heure, Antoine disait que j'étais spécialiste des conflits. C'est vrai, je suis fasciné parce que j'ai été médiateur en Afrique. J'ai un peu travaillé sur le cas de la Yougoslavie. Bien entendu, le Moyen-Orient m'intéresse. À chaque fois, c'est la même chose. Ce sont des mobilisations mythologiques sur de ce que Jacqueline Chaby a appelé tout à l'heure, enfin, elle ne l'a pas appelé exactement comme ça, mais ce que Hobsbawm appelait l'invention de la tradition. Vous avez des traditions, cherchez, allez voir d'où viennent ces traditions. Elles ont été fabriquées il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 40 ans. Pour les besoins de l'action politique, on embellit l'histoire. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc je vais me situer allègrement dans une histoire frelatée, si j'ose dire, où on ira faire un inventaire pour savoir si véritablement c'est arrivé, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Quand, pour mobiliser des gens au Proche-Orient, les mouvements islamistes disent « mais le Proche-Orient n'existe pas, c'est une invention des Anglo-Français. » C'est ça qui m'intéresse. Daesh prend le pouvoir à partir de 2014, abolit les frontières entre la Syrie et l'Irak, les frontières établies grosso modo, par Sykes-Picot et avalisées par la conférence internationale de San Remo en 1920. La première phrase de Abou Bakr el-Baghdadi, l'autoproclamé calife de Raqqa, c'est de dire « j'ai aboli Sykes-Picot ». Pourquoi? Parce qu'il a aboli une frontière qui avait été créée avant. Mais Nasser, à un moment donné, disait la même chose. Les bassistes disaient la même chose, en disant il n'y a qu'une nation arabe, d'où viennent ces frontières? Bon, et alors, ils n'ont pas pour autant raison, mais c'est le conflit des interprétations qui est intéressant pour un politologue. Et donc, c'est de voir un peu ce choc, ces Weltanschauungen, ces visions du monde, ces visions de l'histoire qui s'affrontent et qui nous font un peu comprendre les choses. Donc, pour moi, il y a cette idée fondamentale qu'au fond, oui, des communautés, oui, des États extrêmement modernes, et nous verrons que tout ce qui arrive, bon, je vais le résumer un peu brièvement et cavalièrement, c'est dire c'est l'échec de la construction de l'État, l'échec de la citoyenneté. Les États ont été créés dans les frontières, ils ont été incapables de créer un sentiment étatique qui dépasse le sentiment de l'appartenance communautaire. Donc on n'est pas allé de l'infrapolitique vers le suprapolitique, ou le politique ou le supracommunautaire. Le supracommunautaire, c'est nous sommes tous libanais, c'est la citoyenneté. Nous pouvons être aussi maronites, druzes, etc. Qu'est-ce que je fais passer avant? En principe, je devrais faire passer avant l'État. Mais c'est une opération extrêmement compliquée. Et donc la revendication de l'infracommunautaire, c'est ce qu'on appelle la faillite des États.
lorsque vous dites « je veux me retrouver entre maronites, entre chrétiens, entre juifs, entre sunnites, entre chiites », c'est-à-dire que vous faites fi de cette invention de la modernité qui s'appelle l'État, et vous dites « la communauté d'abord, l'État ensuite ». C'est comme si on voulait être vaudois avant d'être suisse, ou breton avant d'être français. Hein. C'est un peu ce système que l'on va retrouver. Mais c'est intéressant, je vous donne souvent des parenthèses que je ferme très vite, c'est des mouvements modernes aujourd'hui. Le Brexit anglais, la Padanie italienne, la volonté de l'Écosse de s'autonomiser, la volonté de la Catalogne. Mais c'est de la postmodernité. Hein. C'est des mouvements de revendication à partir d'une espèce d'égoïsme national économique. Hein. J'en ai marre de payer pour le Mezzogiorno. Moi, Italien du Nord, je ne veux pas payer pour les fainéants de Sicile. Hein. Donc, c'est beaucoup plus les Catalans. Hein. 20-22% de la population, 25% du PIB. Ben, écoutez, je ne vois pas pourquoi je paierais pour l'Andalousie. Bon. Donc, c'est d'autres phénomènes. Ne confondons pas les phénomènes, mais effectivement, on est dans cet ordre de construction de l'État. Donc, crise de l'État, deuxième paramètre important. Troisième paramètre, je vais associer l'Occident à tout ça. Et je vais l'associer non pas de manière haineuse et de manière un peu comme ces tiers-mondistes acharnés qui vous diront tout ce qui arrive est la faute de l'Occident. Non, je ne dirais pas ça. Mais je dirais que tout ce qui arrive, l'Occident était toujours là-dedans. La construction de l'État, c'est l'Occident. L'intervention dans les provinces de l'Empire ottoman, c'est l'Occident. La participation à la manière de refaire le Proche-Orient, c'est l'Occident. Alors, comme disait le président Hollande, nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Nous bombardons. Nous bombardons en Syrie, nous bombardons en Irak. Alors, nous avons un mandat international, le Conseil de sécurité est là, c'est vrai. Mais allez expliquer ça aux paysans de Raqqa, aux paysans de Mossoul, que nous bombardons au nom d'un mandat. L'Occident a toujours été présent dans cette région du monde. C'est comme cela. On peut le déplorer, on peut penser, ce n'est pas mon propos, je reste sur un plan académique, mais la construction du Proche-Orient s'est faite à partir d'un plan, d'un dessin, d'une vision du monde qui a toujours été celle de l'Occident. Donc je dirais que l'Occident, quand il n'intervient pas dans une guerre. Il est membre à part entière de l'évolution d'une situation dans laquelle il est partie présente. C'est difficile de considérer cela, mais je ne vois pas aujourd'hui comment on peut sortir de la situation au Proche-Orient sans qu'il y ait une réunion entre les Russes, les Américains, les Français peut-être, etc. Comment on peut résoudre la question syrienne sans faire fi de l'opinion de M. Poutine. C'est absolument effrayant, cette imbrigation du régional et de l'international dans cette région. On peut revenir sur les causes historiques. C'est la seule région du monde où vous n'avez pas une organisation internationale que l'on peut comparer à celle, par exemple, de l'Union européenne, qu'on peut comparer à l'OTAN, qu'on peut comparer à l'OCDE, qu'on peut comparer à l'Union américaine, à l'Union des États américains. Il n'y a pas. Dans cette région, il n'y a aucune coopération régionale, et pour cause, Israël est là, et donc c'est difficile de penser une coopération entre Arabes et Israéliens alors qu'on en est encore à se faire la guerre. Entre sunnites et chiites, on ne voit pas par quel bout prendre le cheminement d'une sortie de crise. Et bien entendu, il y a une institution qui s'appelle la Ligue arabe, mais elle s'appelle Ligue arabe, donc elle n'inclut que les Arabes, pas les Turcs, pas les Iraniens, et en plus elle est divisée sur la question de la reconnaissance de l'État d'Israël. Elle s'est fracturée et elle ne s'est jamais remise de cela. Et la guerre contre l'Irak en 2003, la guerre de George Bush, a achevé de l'annihiler. Donc vous n'avez pas d'organisation d'intégration régionale, économique ou politique. Semblablement à l'ASEAN, par exemple, si je vais du côté de l'Asie, ou à l'Union africaine, si je pense à l'Union africaine. Bon, ce sont des raisons objectives que l'on va retrouver et qui nous permettent une seule chose, d'avoir une explication rationnelle à des phénomènes rationnels. Même si émotionnellement on se trouve véritablement en proie à la frayeur la plus grande, devant la barbarie la plus immonde. Mais il faut rester froid et analyser, protester bien entendu, mais quand vient l'heure de la réflexion, il faut jeter un regard froid sur des réalités explosives qui sont chaudes. Alors mon exposé, je ne me refais pas,
en universitaire, et Antoine a beaucoup insisté là-dessus, il sera en 3 parties, comme on l'a toujours appris et comme je l'apprends aux étudiants. D'abord, je voudrais me poser la question concernant les sources de la diversité culturelle. Au fond, d'où vient cette diversité culturelle? Comment se fait-il qu'elle a perduré, ou qu'elle ait perduré dans le temps? D'où vient cette mosaïque? Souvent on va vers l'Orient en disant mais c'est une mosaïque, je ne comprends pas. Chacun y va de sa confession de foi en quelque sorte et de son identité qu'il met avant tout. Mais d'où cela vient? Dans un deuxième temps, je verrai le rôle de l'Occident, et dans un troisième, je me pencherai sur les défis de la modernité, bien entendu, en rapport avec tout ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient. Alors, d'où vient cette diversité culturelle, ethnique, religieuse qui prévaut au Proche-Orient? Elle est extrêmement ancienne, bien entendu. Elle est au départ, je ne vais pas remonter aux Achéménides et je ne vais pas remonter aux guerres du Péloponnèse dont il a été souvent question, avec ces mouvements d'empire qui se sont constitués entre les Grecs, les Romains à un moment donné, les Perses d'abord, les Romains ensuite, et bien entendu avec Carthage qui a été fondée par des Phéniciens. Toute cette région de la Méditerranée a été véritablement une plateforme d'échanges, mais d'échanges absolument incroyables pour cette région du monde. Des échanges qui sont d'abord été des échanges commerciaux, et les échanges commerciaux entraînent beaucoup aussi d'alliances matrimoniales, ce que disait Marcel Mauss, le négocium et le connubium, le mariage et le négoce. Il y a un deuxième plan aussi, la Méditerranée avait été le centre, le théâtre des opérations, auraient dit les stratèges aujourd'hui, dans les guerres qui ont ensanglanté, mais pas seulement l'Antiquité pré-chrétienne, mais ensuite la bataille à partir du surgissement de l'islam, la constitution de l'Empire ottoman, dans son opposition aux empires occidentaux, la grande période aussi de la confrontation entre Russes et Américains. On est dans une région qui est véritablement à la croisée de l'histoire. Donc, un plan commercial et d'échanges culturels, un plan militaire, ce sont les 3 paradigmes de la Méditerranée, et un dernier qui est l'échange culturel. Cette région est fascinante par le transfert des idées et par le mouvement des idées. Et bien entendu, le fait que les 3 religions monothéistes, pour faire très vite, soient nées dans cette région n'est pas indifférent à ce mouvement d'idées, à cette représentation du monde qui naît. Alors d'où tout cela vient, si on veut remonter simplement à la mort du Christ, à la disparition à la destruction du temple, celle du 4 août 70, lorsque les Romains véritablement écrasent la révolte en Israël, Palestine, mais en Israël à cette époque-là, et la révolte des Juifs en Palestine, plutôt pour être très concret, et finissent véritablement par l'écraser en 135 après la révolte du fils de l'éclair, Bar Korba, et avec cette fameuse dispersion de sel sur la Olia Capitolina, qui est Jérusalem, pour que tout soit, rien ne repousse. Et bien entendu, c'est la diaspora, la fameuse diaspora que les Grecs empruntaient aux Grecs et qui permet véritablement aux communautés juives qui va procéder à la disparition. Les Juifs en Palestine, à cette époque-là, Palestine-Israël, c'est 6 à 8 millions. Les historiens sont ce n'est pas une mince population, c'est une grande population qui a été dispersée, qui va se retrouver soit en Orient, soit au contraire en Occident, première dispersion dans cette région-là. Mais cette région est aussi travaillée par un deuxième élément qui, lui, au contraire, partit de la croyance dans le Dieu unique et dans l'incarnation de son Fils, va donner lieu néanmoins aux querelles christologiques que l'on connaît. Et cet Orient aujourd'hui qui est disséminé, qui est recouvert en quelque sorte par un ensemble de dénominations, celui-là, mais je pense qu'on en a suffisamment parlé, il va se constituer progressivement dans ce qui va être une querelle idéologique, mais une querelle religieuse fondamentalement, une querelle christologique, mais qui cachait mal des querelles géopolitiques. C'était toute la dispute entre Constantinople, Alexandrie, Antioche, quels étaient véritablement les centres de pouvoir. Et bien entendu, progressivement va se constituer, et l'Occident échappe à cela,
parce que lorsque l'Occident reçoit le christianisme est institué en quelque sorte dans ses principes de dogmatique essentiels. Donc c'est la formule de Nicée, ce qu'on appelle le credo de Nicée, n'est-ce pas, 325. C'est ensuite Éphèse 431, c'est ensuite Chalcédoine 450, mais tout cela, toutes ces querelles christologiques vont donner lieu aux différentes dénominations. On a beaucoup parlé d'islam, je ne sais pas si on a beaucoup parlé de christianisme oriental, qui aujourd'hui se trouve au centre du chaos. Parce que s'il y a une question qui aujourd'hui est un enjeu fondamental du Moyen-Orient, c'est la permanence du fait chrétien oriental. C'est la grande affaire de ce début du XXIe siècle. Il y a une communauté qui a 2000 ans d'histoire, qui risque de disparaître. Et ce n'est pas seulement un vain mot que de se poser la question. Après, on peut se faire toutes les représentations que l'on veut, édulcorer le fait, etc. Mais au fond, quand on voit cela, simplement pour vous donner une idée, en 1900, au tournant du XXe siècle, 1900, il y avait 26% de la population du Moyen-Orient, Turquie exclue, Égypte comprise, qui était de chrétiennes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a moins de 10% de chrétiens dans cette région. Grâce à la guerre du très catholique George Bush en 2003, les chrétiens d'Irak sont passés de 1500 à moins de 500 aujourd'hui. Ce phénomène d'immigration, qui était continu pour les communautés chrétiennes, a été véritablement accéléré. Il y a bien entendu les guerres du Liban. Il y a une émigration qui a fait qu'aujourd'hui, à Santiago du Chili, à Montréal, il y a plus de chrétiens que dans certaines villes chrétiennes du monde arabe et notamment au Liban. L'église maronite a explosé. Elle a aujourd'hui 2 diocèses aux États-Unis, elle a 80 prêtres aux États-Unis. C'est absolument exceptionnel ce qui arrive. Les Syriaques orthodoxes ont aujourd'hui leur centre à Chicago. Les Syriaques orthodoxes qui étaient installés à Bagdad ont aujourd'hui leur centre, ce qu'on appelle les chrétiens, les Syriens orientaux, de confession orthodoxe, donc qui ne sont pas rattachés à Rome, ont leur centre à Chicago. Donc on peut anticiper les conclusions, je vais le faire très vite. Je ne suis pas de ceux qui pleurent sur cette situation, mais je suis de ceux qui s'inquiètent modérément, parce que j'aurais préféré, et je préfère toujours, qu'il y ait cette diversité, que cette diversité, qui n'est pas seulement du fait du christianisme, qu'on soit bien d'accord, on parle des chrétiens, mais ça ne tient pas qu'aux chrétiens, qu'elle existe. Mais au fond, dans la mondialisation, il y a de grands espoirs que ces échanges puissent perdurer et qu'une espèce d'exil non définitif, si j'ose dire, mais je suis peut-être très optimiste, d'exil non définitif puisse entrer un peu dans l'esprit des gens parce qu'on circule beaucoup moins. Et quand on part aujourd'hui, on ne part pas pour toujours. Même quand on va des contrées aussi lointaines que l'Amérique du Sud, pour le Proche-Orient ou que l'Australie. Donc, des divisions qui vont conduire à cette multiplicité des communautés chrétiennes, qui vont exister, et lorsque le Fath, la conquête musulmane arrive, dans les années qui suivent, la mort de Mahomet le 8 juin 632, on a affaire véritablement, ou l'islam a affaire à des communautés éclatées. Il n'y a pas de christianisme oriental unifié. Il y a même des gens comme à Damas, n'est-ce pas, où on va ouvrir les portes aux conquérants musulmans, parce qu'effectivement, ou en Égypte, parce que le joug byzantin pesait très fort, et qui vont faciliter en quelque sorte la pénétration de l'islam. Et Jacqueline Chaby le rappelait à juste titre, pas dans un esprit de conversion, de prosélytisme, mais dans un esprit de conquête. Et c'est vrai que cette idée va conduire à une autre idée fondamentale, au fur et à mesure que l'Empire s'installe, et notamment à partir de 661, mais beaucoup plus à partir de 750, avec la naissance à Bagdad du califat abbasside. Il faudra organiser toutes ces communautés. Comment on organise ces communautés ? Ça va être la grande question. Mahomet avait cru pouvoir les organiser à Médine, mais il y a beaucoup de mythes autour de ce fameux pacte de Médine. Mais les Ottomans vont inventer, les musulmans vont inventer un premier État que les Ottomans vont compléter, c'est-à-dire c'est des communautés qui ne participent pas à la vie politique, qui participent à la vie administrative, puisqu'ils peuvent avoir des ministres, des médecins, etc., et qui doivent payer un impôt de capitation progressivement pour pouvoir bénéficier des grands bénéfices de la vie en cité. Ce sont les Ottomans.
à partir de 1516, qui vont véritablement pétrifier ce système communautaire par un système qu'on appelle le système des millettes. Donc on est dans un empire qui va aller très vite, le fractionnement du communautaire chrétien, mais je ne parle pas du communautaire musulman, on pourra revenir là-dessus, arrivée du pouvoir du califat omeyyade en 661, arrivée des Abbassides en 750, 1258, en janvier 1258, une des grandes dates de l'histoire, mais vous le rappeliez, je crois, tout à l'heure, Bagdad est envahie par les Mongols et la plus grande bibliothèque de l'histoire de l'époque de ce temps-là est brûlée. On peut pleurer sur Bagdad. Bagdad, c'est en 800-850, à 9e siècle, l'apogée du siècle abbasside, c'est une ville d'1 million d'habitants. 1 million d'habitants. 800, 850, Charlemagne était encore dans les forêts. Et à Bagdad, vous aviez, si vous lisez les descriptions, des embouteillages. Les rues étaient sales, il y a des gens qui protestent en disant la voirie n'est pas assurée, etc. C'était une grande administration d'empire, un empire tellement vaste qu'il va mourir sous son propre poids, un peu comme l'Empire ottoman plus tard. Lui échappait ce califat omeyyade qui existait en Espagne à partir de 711 et qui va s'écrouler le 2 janvier 1492 après la reconquête faite par Isabelle de Castille et Isabelle et Ferdinand d'Aragon. Bon, donc un immense empire, mais c'est les Ottomans à partir de 1516, et pour nous c'est plus intéressant, qui vont pétrifier ce système en disant « moi je ne veux voir qu'une tête, vous êtes une communauté, il me faut absolument quelqu'un à la tête de cette communauté. » Qui est à la tête de cette communauté? Le représentant religieux. C'est avec lui que l'Empire ottoman va avoir affaire. Au départ, très peu, 3 ou 4 000 lettres, mais ensuite ce système va se généraliser en une espèce de ce que nous appelons, nous politologues, des autonomies segmentaires. C'est-à-dire vous êtes dans votre segment, dans votre communauté, vous avez un chef, et ce chef va organiser la vie. Et la vie, c'est quoi? C'est la vie matrimoniale, c'est le mariage, c'est le divorce. Si vous n'êtes pas soumis à la charia, vous avez votre propre loi, voilà, donc je ne peux pas vous soumettre à la charia, et donc le statut civil, le statut matrimonial, vous allez pouvoir le gérer. Ce modèle va durer 4 siècles. L'Empire ottoman s'effondre le 30 octobre 1918, signature de l'armistice de Mudros. Avant véritablement qu'il y ait la guerre, et la guerre insurrectionnelle de Mustafa Kemal Atatürk qui va réagir de manière violente au traité de Sèvres qui dépeçait du 10 août 1920, qui dépeçait la Turquie, et finalement obtenir la signature du traité de Lausanne, donc le 24 juillet 1923. Donc on a affaire à un système qui s'est inscrit lentement dans l'histoire, et sur lequel va venir se greffer le phénomène étatique. Mais après combien d'années? Après je ne sais pas, je ne suis pas historien à ce point pour vous dire si c'est 1000 ou 1500 ou 1200 ou 800 ans. Mais dans l'imaginaire des peuples, ils appartenaient d'abord à des communautés qui vivaient dans l'immense empire ottoman, pour ne pas remonter encore une fois plus loin, et qui avaient leur autonomie. On était sujet de l'empereur ou du sultan, comme c'était son nom. Il était sultan au civil, il était calife au spirituel, et notamment quand il déclarait le djihad. Et dans cet empire, vous pouviez circuler et vous étiez de telle région, de telle communauté, mais vous étiez donc sujet de l'empereur ottoman. Donc c'est forgé cette idée, au fond, qu'on appartient à une communauté, et que cette communauté, on ne connaissait pas le phénomène étatique dans sa version moderne. L'État-nation est né en Occident, il n'est né nulle part ailleurs. L'État-nation, on peut remonter, pour ceux qui s'intéressent à l'anthropologie préhistorique, à la Chine, à l'Égypte, qui avait toutes les formes de l'État en quelque sorte, mais on ne peut pas parler d'État moderne, mais l'État-nation a été inventé en Occident. Et s'il y a un phénomène fascinant pour le politologue, c'est de considérer qu'en 1920, lorsque, après le traité de Versailles, Wilson annonce la création de la SDN, à son apogée, avant qu'elle ne s'écroule, à la veille de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, il y avait à la SDN maximum 50 États. Il y a aujourd'hui 194 États. Alors il faudra expliquer aux politologues comment entre 1945 et 2016, nous sommes passés de 50 à près de 200.
nous avons champignoné, hein, nous avons multiplié par 4 le nombre des États. Il ne faut pas non plus, à partir de là, s'étonner que l'État fait faillite un peu partout. Hein. Ce que Jean-François Bayard a appelé, non, c'est Badi qui l'a appelé, la greffe de l'État. La greffe de l'État n'a pas pris de manière absolument homogène un peu partout. Hein. On a greffé des formes modernes de gouvernance du politique sur des États qui étaient d'abord régis par des solidarités tribales, claniques, communautaires, religieuses, linguistiques, autant que vous voulez. Donc on avait une diversité éclatée du social, et l'État, par définition, c'est la centralisation de la décision, d'une certaine manière, hein, parce qu'on peut avoir des États fédéraux, la centralisation du politique. Ça n'a pas pris. Donc, quand vous entendez parler de la disparition de l'État en Somalie, de la disparition de l'État en Syrie ou en Jordan, ou en Irak, il ne faut pas s'étonner la lente construction de l'État qui ne prend pas devant le phénomène de solidarité. Bon, donc voilà 2 raisons à cette diversité. Une diversité, puisque j'introduis ici le christianisme dans sa diversité proche-orientale. Le Proche-Orient est concerné. L'Égypte est concernée, l'Afrique du Nord n'est pas concernée, puisqu'il y a une homogénéité sunnite dans toute cette partie, mais il y a une histoire qui fait qu'effectivement, on a un groupe inclus dans un État qui peut faire concurrence à l'État. Pour se baser sur ce qu'Ibn Khaldoun, le grand Ibn Khaldoun, a appelé la asabiya. Le fait de la solidarité première, hein, qui s'impose, et quand vient l'État, on va résister à l'État, ou alors on investit l'État. Le segment le plus fort investit cet État et le dirige au nom du bien commun, mais on sait très bien qu'il le dirige d'abord au nom du bien particulier du groupe qui investit l'État. Deuxièmement, une forme de modèle qui permet d'expliquer tout cela, qui est le modèle de la millette, hein, l'organisation au sein de l'Empire ottoman. Et puis, ce qu'on pourrait dire aussi en terminant, c'est que, en troisième point, dans cette source de la diversité, c'est que de nombreux États, après l'indépendance, et au moment du mandat, la période des mandats pour le Proche-Orient, c'est 1920-1945. Hein. Et le mandat, ce n'est pas la colonie. Hein. Le mandat, c'est une mission qui vous est confiée par la SDN de vous occuper d'un État nouvellement créé, mais pour l'amener à l'indépendance. Donc il y a dans la charte, ce qu'on appelle la charte du mandat, l'obligation d'accompagner l'État jusqu'à son indépendance. Alors, c'est une forme de néocolonialisme, etc. Je ne vais pas entrer dans tout ça, si vous avez raison. Mais le but n'est pas l'annexion. Le but n'est pas le contrôle in fine. Il y a un mandat international et le mandataire rendait compte chaque année à la SDN de ce qui arrivait en disant « j'ai créé des écoles, j'ai fait des routes, j'ai fait le cadastre, etc. etc. » Donc il y avait une espèce de supervision. Mais finalement, quand cet État devient indépendant, il reproduit peu ou prou la représentation communautaire, je parle bien entendu du Proche-Orient. L'État libanais est celui qui a été directement sur ce modèle communautaire, en disant on va faire une chose très simple, nous allons répartir les charges politiques au prorata des communautés. C'est ce qu'on appelle le confessionnalisme, les Libanais appellent ça le confessionnalisme, le terme exact c'est du communautarisme politique. Hein? Donc il faut distinguer entre des sociétés pluriculturelles ou pluricommunautaires, elles existent partout, et quand ce multiculturalisme ou ce pluricommunautarisme ouvre à des droits politiques, on est dans un autre cas de figure, on est dans la construction de ce qu'on va appeler la communautarisme politique. C'est-à-dire, pour être très direct et très concret, le président est maronite de la République, le premier ministre est sunnite musulman, le président de la Chambre est chiite musulman, le chef d'état-major de l'armée est druze. On répartit les charges de l'État selon les communautés et on aboutit à un équilibre. Je ne vais pas reprendre ce qu'a dit excellemment Antoine Corbin dans sa conférence. Il y a de la stabilité, il y a de la coexistence, il y a de la connaissance de l'autre, il y a de l'ouverture, il y a peu d'intégration et on n'est pas à l'abri d'un retour de manivelle, si vous me permettez cette expression un peu triviale, avec des guerres confessionnelles et communautaires. C'est extrêmement difficile. Hein. Il faut marier en quelque sorte l'éthos et le pathos. Hein. L'éthos, c'est l'éthique, et le pathos, c'est
les instincts communautaires qui font qu'à un moment donné ou à un autre, l'hégémonie, l'hubris en quelque sorte, veuille l'emporter sur la nôtre. Mais si je vais vers l'Égypte pratiquait aussi ce communautarisme. Il y avait des représentants au Parlement des Coptes qui n'étaient pas représentés parce que s'il fallait faire jouer la loi du nombre, ils ne passaient pas. Et donc la République égyptienne qui a été abolie en 1952, 23 juillet 52, la révolution nassérienne, grosso modo, parce qu'elle n'a pas été conduite uniquement par Nasser, au départ, a dit, écoutez, on va supprimer ça, il n'y aura que des Égyptiens. Et puis, le nasserisme lui-même trouve que ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas un député. Et donc, les présidents de la République en Égypte se sont arrogés le droit, après les élections, de nommer un certain nombre de députés coptes, uniquement coptes, pour qu'effectivement, ils puissent présenter cette vitrine du pluricommunautarisme. Il y a eu des tentatives intéressantes en Irak et en Syrie, qui sont les tentatives bassistes, de dépasser le communautarisme en disant « mais nous sommes tous arabes ». Les premiers qui ont dit « nous sommes tous arabes », mais Philu a fait une très belle conférence, me dit-on, là-dessus, c'est les chrétiens de la Nahda. C'est eux qui ont dit « je ne veux pas être ottoman, mais si je m'éloigne du pouvoir ottoman, je vais me retrouver avec une majorité sunnite. Bon, donc il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de musulmans, il n'y a que des arabes. Et les chrétiens de cette région, notamment au Liban, ont inventé cette forme du nationalisme arabe pour dépasser la contradiction. Bon, ça a marché un bout de temps, ça cachait très mal le communautarisme. Regardez ce qui arrive aujourd'hui. On a un pouvoir central en Irak, mais on l'accuse de cheat. Donc derrière cette idée, nous sommes tous irakiens, il y a 60% de la communauté qui est chiite et qui se retrouve au pouvoir. Il y a une Syrie bassiste du temps des Assad, mais comment se fait-il qu'il n'y a que des Alaouites qui sont au centre du pouvoir, commandant en chef de l'armée, bien entendu le dictateur a toujours été de la même famille en plus, Alaouite. Et donc c'est du communautarisme déguisé. Le Liban a eu le courage, mais je mets le courage entre guillemets, de dire écoutez, il y a du communautarisme et je vais l'organiser. N'est-ce pas? Il y a de la diversité, je vais en faire une pluralité. La diversité est un fait. Le pluralisme, c'est l'organisation de la diversité. C'est l'organisation légale, institutionnelle de cette diversité. Mais bien entendu, tout cela donc a été confirmé en quelque sorte, et j'en termine avec ces sources de la diversité, mais je pense que j'ai combien de temps encore? 10 bonnes minutes, donc un quart d'heure. Ouais. Donc c'est mon premier point. Si on veut aller vers le Proche-Orient, comprendre cette profondeur historique qui a été façonnée par l'histoire, mais pas par l'histoire au sens strict du mot, au sens politique, mais par l'histoire, j'occulte, mais je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, l'histoire économique, mais par aussi l'histoire religieuse. La religion est un facteur de structuration du réel. Elle l'a structuré en terre d'islam, elle l'a structuré en terre d'islam pour les minorités non islamiques, et dans cet empire, il y a eu effectivement des moments de massacres extrêmement grands, mais des moments extrêmement paisibles. L'empire est paisible. Si vous payez votre dîme au sultan, à l'empereur, il vous fiche la paix, sauf si vous le contestez, mais le temps n'était pas à la contestation. Le vrai malheur du Moyen-Orient en matière de diversité, c'est deux événements fondamentaux. Il y a eu un premier événement sur lequel que vous connaissez, c'est 1860, le massacre des chrétiens dans la montagne druso-maronite, et c'est la première intervention d'Occident. La première intervention dite d'humanité, comme on l'appelait à cette époque-là, c'est le général français, l'amiral français de Haute-Poule, Beaufort de Haute-Poule, qui vient au secours des maronites de la montagne et qui fait cette première intervention que nous appelons ingérence humanitaire aujourd'hui. Et à Damas aussi, il y a eu des mouvements extrêmement intéressants, héroïques de la part de musulmans qui vont cacher des chrétiens qui ont été massacrés. Mais à partir de 1895, les choses se gâtent parce que l'Empire ottoman soupçonne les Arméniens de vouloir travailler contre son intérêt fondamental, mais ça éclate en 1915. Aujourd'hui, 1 million, 1,2 million, 1,5 million. Bon, les Turcs de la République turque, successeur de l'Empire ottoman,
bon, vous avez vu le dernier épisode avec l'Allemagne, ne sont pas encore à l'idée de reconnaître le massacre qui a eu lieu. Mais c'est un immense, à l'échelle du Proche-Orient, c'est quelque chose, c'est un génocide fait dans des conditions absolument atroces de déportation. On mettait les vieux dans des colonnes sous la neige et puis ils mouraient sur la route, c'est une manière de les tuer. D'autres avaient essayé pour un temps de mettre les Arméniens dans des espèces de boutres sur le Bosphore et ensuite de les faire éclater. Donc on faisait couler la cargaison humaine, si j'ose dire. Et le troisième massacre, c'est le massacre des Juifs, c'est la Shoah. Et il ne nous intéresse pas, si j'ose dire, directement au Proche-Orient. Souvent, quand vous discutez avec des intellectuels du Proche-Orient, le premier reproche qu'ils disent, mais c'est une affaire entre Européens. Pourquoi le Proche-Orient devrait payer la facture de la création de l'État d'Israël alors qu'il n'a participé ni de près ni de loin à ce massacre. Mais, qu'on le veuille ou non, la Shoah va se répercuter en traduction d'État d'Israël avec la création, le plan de partage du 29 novembre 1947 qui ne marche pas, il est refusé par les Arabes, il est accepté par le Yishuv, c'est-à-dire les Juifs de la communauté israélienne juive en Palestine. Et finalement, le fait aujourd'hui qu'Israël se soit implanté dans cette région fait que nous avons affaire à des peuples qui ont eu peur et qui ont toujours peur. Et pour lesquels, dans des combats, dans des luttes fratricides, il y a toujours une question de survie. Israël le met souvent en avant. Si les chrétiens sont exposés dans des conflits, ils peuvent disparaître. Les Alaouites aujourd'hui, s'ils sont vaincus dans cette guerre interne en Syrie, ça va être un massacre. Il y a toujours cette peur, cette hantise de la mort collective, cette place qu'on risque de perdre sur le terrain de la géographie, et du coup vous sortez de l'histoire. Et cela, il faut le comprendre aussi dans la représentation, encore une fois, parce que vous pouvez avoir un discours tout à fait « moi je ne crois plus à tout ça, c'est des mythes, etc. » Il faut aller de l'avant. Très bien, beaucoup de progressistes et de gens éclairés, même pas progressistes, pensent qu'il faut dépasser tout cela. Mais la triste réalité, c'est qu'elle est un petit peu difficile à dépasser pour le moment. Je ne dis pas indépassable parce que je ne veux pas désespérer de l'histoire. Mais on peut se mettre un peu sur cela. Que vient faire l'Occident dans tout ça? Je vous disais ma deuxième partie, l'Occident. L'Occident a toujours été, d'une manière ou d'une autre, dans la représentation qui est faite dans cette région ou de cette région, en concurrence avec ce monde de l'Orient. Je vous disais que lorsque l'Occident prend son envol, on va partir de 1492, les grandes découvertes, le monde arabe est en train de s'éteindre, le monde musulman, le monde du Moyen-Orient est en train de s'éteindre, l'Empire abbasside s'est écroulé entre 1258 et 1516, une succession de turbulences. Et voilà que le monde sous-développé, c'est-à-dire l'Occident, se développe au détriment du monde développé, c'est-à-dire l'Empire musulman. Il y a une véritable inversion de l'histoire dans cette mondialisation. Les Grecs, les Arabes avaient hérité l'islam de manière générale de toutes les thématiques des Grecs en matière de science, en matière de philosophie. Cette conciliation de la foi et de la raison dont saint Thomas fera un point central, elle avait été tentée par Avicenne, elle avait été tentée par Averroès, qui disait, moi, les données de la foi et les données de la révélation sont parfaitement en congruence, en adéquation. Bon, mais ça ne concernait que des intellectuels. Mais saint Thomas va avoir la chance de trouver cette construction déjà faite. Les sciences, la conciliation théologique. Alors sur le plan théologique sur l'islam, il y a un point d'achoppement qui est extrêmement intéressant, mais je ne sais pas si les débats de Sierre portent aussi sur cela. C'est au fond la querelle à l'époque de l'Empire abbasside, entre 800 et 830, sur la question du statut du Coran. Est-ce qu'il est créé, est-ce qu'il est incréé? Et finalement, c'est la tradition piétiste qu'on appelle ash'arite qui va l'emporter, et les mu'tazilites, c'est-à-dire le rationalisme occidental, les cartésiens de l'époque, en quelque sorte, qui disaient oui, mais Dieu a parlé, c'est évident, mais il a parlé à un homme, et il a utilisé, grâce à l'ange Gabriel, même s'il n'existe pas dans le Coran, il a parlé à des hommes, donc il a utilisé des mots, et les mots c'est humain. Et donc on peut se poser la question de savoir si on a bien compris, tout compris, si on ne peut pas interpréter. Et la réaction ash'arite est venue en disant, mais non, il est incréé, il faut croire, et il faut croire à tout, avec cette formule absolument extraordinaire, bila kaif.
Ne me demandez pas de vous répondre à comment Dieu voit. Il ne voit pas avec des yeux. Comment il entend? Il entend, mais il n'entend pas avec des oreilles. Hein. Bila kaif, sans comment, c'est trop compliqué à vous expliquer, on n'en parlera pas. Ça a été un malheur. Et ça a été un malheur aussi dans le développement subséquent des sciences. Parce que à partir de Descartes, à partir de Malebranche, tout ce XVIIe siècle, ce XVIe, XVIIe siècle, qui va permettre à la science occidentale de se développer, était basé sur une chose absolument très simple, en disant Dieu a fait la nature, mais une fois qu'il l'a faite, il l'a laissée aller avec ses propres lois. Vous vous souvenez de Galilée qui disait Dieu écrit le monde en formules mathématiques. Malebranche qui disait une chose absolument incroyable, même si Dieu le voulait, 2 plus 2 feront toujours 4, même si Dieu ne le voulait pas. 2 plus 2 ferait toujours 4. Einstein le répète d'une certaine manière en disant Dieu ne joue pas au dé avec le monde. Donc il y a une espèce d'autonomisation du plan mondain, du plan scientifique, c'est le début de la modernité, en disant je peux étudier la science pour ce qu'elle est. Oui, on me presse de finir. Pour ce qu'elle est, et je n'ai pas besoin. En revanche, une conception sur laquelle on n'a pas beaucoup réfléchi en épistémologie des sciences, c'est qu'il y avait eu tout un courant, à cette époque-là, je vous parle vraiment il y a 1000 ans, qu'on appelait l'atomisme acharit. Qui disait, mais au fond, ce monde que vous voyez, ce tableau qui est derrière moi, qui est blanc, cette table qui est recouverte d'une nappe bleue, elle est bleue, elle est blanche parce que Dieu, à chaque instant, intervient dans sa création pour maintenir soudées entre elles les molécules qui font la blancheur ou le caractère bleu. On appelle la théorie de l'atomisme. Et Dieu, donc, intervient à la main sur sa création. Si Dieu retirait sa main de la création, elle s'écoulerait. Et la formule très connue qui reflète un peu cet ordre d'idées, c'est le professeur en Arabie Saoudite qui enseigne à des étudiants des mathématiques et qui leur dit qu'est-ce que les parallèles? Ce sont 2 droites qui ne se rencontrent jamais. Et il se reprend très vite en disant sauf si Dieu le voulait. Parce qu'effectivement Dieu intervient dans sa création et Dieu porte sa création. Mais ça c'est des questions d'épistémologie. Ghaleb Bencher ici présent en sait beaucoup plus que nous tous, en tout cas que moi. Bien, donc il y a cette inversion du développement. Il y a ensuite, par rapport à l'Occident, il y a ensuite une intrusion. Jacqueline Chaby disait tout à l'heure que l'Occident, c'est typique de ce que je voulais vous dire, que les croisades n'ont pas laissé cette marque historique de tournant dans l'histoire entre l'Orient et l'Occident. Mais dans l'imaginaire, oui. Je me souviens de la manchette de Al-Sawra, qui était le journal qui paraissait à Bagdad, lorsque, en 1990, la première guerre était déclarée. Il y avait « Ils sont de retour ». Et vous deviez lire l'article pour savoir que M. Saddam Hussein est en train de mobiliser sa population en disant « C'est pas George Bush qui revient, c'est pas... c'était à l'époque George Bush père, c'est les croisés ». C'est là où je disais que l'impact de l'histoire est beaucoup plus fort que l'histoire. Alors on aurait pu dire oui mais vous exagérez, ça n'a pas marqué. Mais non, ça a marqué l'entrée à Jérusalem le 13 juillet 1099, à l'heure, nous dit Guillaume de Tyr, où le Christ mourait en croix, c'est-à-dire vers 14-15 heures, est décrit par Guillaume de Tyr comme étant un massacre, un bain de sang. Les croisés avaient du sang jusqu'aux genoux. Et ça a été rapporté par l'historiographie arabe. Et on garde de cette entrée à Jérusalem en 1099 un souvenir absolument incroyable. C'est colporté, c'est redit, ça compte moins, ça comptait beaucoup bien entendu, mais tout cela forge le mythos qui éloigne un peu plus les planètes. Et donc l'inversion du développement, les mondes qui se sont ignorés, et puis bien entendu de plus en plus l'intrusion dans, je ne reviendrai pas là-dessus, dans la manière de façonner le Proche-Orient moderne. Et donc tout cela nous amène à une conclusion, mon cher Antoine, que j'appelle les défis de la modernité. Et si on veut comprendre cette région, 3 défis, mais je laisse ça pour les questions. Non, mais 3 défis que je vais signaler, et ensuite Il y a premièrement, c'est la question d'identité. Ces peuples-là, comment ils se sont constitués, on le sait. Quel est leur devenir, on ne le sait pas. Est-ce qu'on est sur une ligne d'évolution vers un monde arabe, les États-Unis du Proche-Orient? Est-ce qu'on choisit d'aller sur un nationalisme arabe qui est aujourd'hui combattu? Bon. Il est dépassé, il n'est pas présent, mais les Arabes ont longtemps caressé l'idée qu'au fond, il pouvait y avoir quelque chose de solidaire. Mais sont arrivés les frères musulmans en 1928 qui ont dit « ça ne tient pas debout ».
Les Arabes, très bien, mais les Arabes font partie d'une histoire plus grande qui est l'Umma islamique. Donc il n'y a pas l'Umma arabiya, mais il y a l'Umma islamiyya. Et donc ça a été une autre proposition. Fédérons-nous sur la base de on va ressusciter le califat. Et donc quand M. Baghdadi prend le pouvoir, les anglo-saxons disent « it rings the bell hein, », il y a une cloche qui sonne, ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle le décret funeste de Mustafa Kemal Atatürk qui incite la Grande Assemblée nationale, la GAN, le 3 mars 1924, d'abolir le califat. Hein. Et donc, pour la première fois dans la mythologie, les musulmans, depuis la mort de Mahomet, n'ont pas de successeur. Et donc, Hassan al-Banna dit « on va aller doucement ». On va refaire d'abord la charia, tout ça, puis un jour on fera une Oumma islamia. C'est une deuxième proposition. La laïcité, oui, le bassisme, etc., était laïque. Enfin, il y avait des germes de laïcité. On n'en parle plus aujourd'hui. Alors, qui on est? Qui est-on? Qui est-on aujourd'hui? C'est la vraie question. Deuxièmement, la gouvernance. Et c'est la crise qui s'inaugure à partir des printemps arabes. On ne veut plus vivre dans cette espèce de dictature dont les politologues, à un moment donné, faisaient des colloques et des colloques pour parler de l'exceptionnalisme arabe. Comment se fait-il que les Arabes soient la seule région du monde, alors que l'Asie a bougé, alors que l'Europe du Sud, le Portugal, la Grèce se sont débarrassés des dictateurs, que que les pays d'Afrique se sont révoltés après 1990. Comment se fait-il que ce monde arabe soit le seul où, sur les 21 États, un seul soit une semi-démocratie, et une démocratie pour les Libanais, c'était le Liban. Tout le reste, il y avait que des dictatures, à perte de vue. Comment on peut expliquer que sur un espace géographique, aujourd'hui, la réponse est venue tard, mais elle est venue. Hein. On ne veut plus vivre comme ça. On veut de la dignité, on veut de la liberté. Et ça a donné les printemps avec tout ce que... Et puis le troisième problème qui se pose, et je m'arrête là, c'est au fond comment faire vivre des communautés entre elles tout en étant soucieux de la construction de la citoyenneté. Ça, c'est la grande question. C'est la question de demain. Il ne s'agit pas de mépriser, d'oublier, d'occulter la diversité. Elle est constitutive du Proche-Orient. Et elle est constitutive des minorités. Et toute tentative de centralisation jacobine se fera au détriment des minorités. C'est pour cela qu'il ne faut pas suivre cette voie-là. Mais en même temps, on ne peut pas naviguer et voguer sur cette mer du communautarisme démonté, hein, parce qu'on le voit en Irak, on le voit en Syrie, ce que ça donne. Donc cette espèce de régulation où on respecte la diversité, mais où l'égalité citoyenne a véritablement le primat de la régulation. Et cela, c'est le combat de demain, mais qui commence aujourd'hui. Merci de votre attention. Et mes excuses.